Alors, je vais commencer par une définition. Donc, le trouble dissociatif de l'identité, c'est un trouble mental qui a été défini en 1994 et qui implique la présence de deux ou plusieurs identités distinctes, prenant tour à tour le contrôle du comportement du sujet, avec une perte de mémoire allant au-delà de l'oubli habituel. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment et pourquoi le groupe Air Liquide a fait le choix d'assumer et d'organiser un certain type de trouble mental de ce type, le trouble dissociatif de l'identité, en créant une structure d'innovation radicale, le iLab. Donc, je pars d'un constat simple. Aujourd'hui, la survie passe par l'innovation. On est dans un monde où on nous demande d'être en contradiction tout le temps, d'être à la fois efficace mais en croissance, gigantesque mais agile, concentré mais flexible, global mais local. Comment fait-on pour gérer ce type de contradiction quand on est un groupe vieux de 110 ans qui opère dans 80 pays, qui emploie 50 000 personnes et qui génère plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires? Eh bien, la solution qui a été proposée, c'est de créer une structure nouvelle, autonome, indépendante, de 15 personnes, qui va systématiquement prendre le contre-pied de l'organisation. Donc cette structure, c'est le iLab, et nous sommes une sorte de fenêtre ouverte sur un monde qui est en mouvement. Nous sommes du chaos dans un groupe qui est parfaitement organisé, parfaitement efficace. C'est un peu un esprit pionnier dans un grand groupe industriel. Donc, comprenez-moi bien, l'objectif du iLab n'est pas d'améliorer l'existant. 50 000 personnes qui le font déjà dans l'entreprise. L'objectif du iLab, c'est de trouver de nouvelles voies, d'aller trouver de nouveaux territoires de croissance. Nous sommes plus à la recherche d'un peut-être qu'à la poursuite d'un encore. Oui, c'est très ambitieux. Très ambitieux. Alors, l'innovation radicale, mode d'emploi. Pour faire de l'innovation radicale, il faut forcément avoir des méthodologies qui sont en rupture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme le reste de l'organisation. Ça veut dire que dans un groupe d'analytiques, on a une approche d'intuitif. Quand on va défendre un projet, on n'a pas de PowerPoint, on n'a pas de fichier Excel, on est sur du sentiment, sur des convictions. Dans un groupe qui est parfaitement homogène, composé essentiellement d'ingénieurs, on a introduit l'hétérogénéité et les sciences sociales. L'anthropologue va côtoyer l'ingénieur. Dans un groupe où la technologie fait loi, nous avons décidé de repartir systématiquement de l'humain et des usages. Donc pourquoi? Tout simplement parce que si on regarde les innovations de ces 15 dernières années, comme l'iPhone par exemple, on est plus sur des combinatoires intelligentes de technologies déjà matures qui vont servir des usages foncièrement nouveaux qu'une technologie en rupture. Enfin et surtout, et c'est le plus difficile, dans un groupe qui vise le zéro défaut, qui veut de l'efficacité tout le temps, on s'autorise à être imparfait. C'est-à-dire qu'on préfère essayer de prendre des risques maîtrisés, en termes de business bien sûr, plutôt qu'essayer d'assurer des succès qui seront forcément trop sélectifs. Donc, voilà, la question qu'on me pose souvent de manière souvent abrupte comme ça, c'est est-ce que vous créez de la valeur? C'est une bonne question. Donc, je vais vous prendre deux exemples pour essayer de vous prouver que je crée de la valeur. Donc, on a deux sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, l'usine du futur et le concours Rock My Plant, et puis l'initiative Respirer dans la ville. Quand on a commencé à travailler sur l'usine du futur, nous n'avons pas voulu considérer l'usine juste comme un objet technologique abstrait. Nous avons voulu le considérer comme un écosystème complexe, en interaction avec la ville, avec les clients, avec les opérateurs, avec les installateurs. Et la première question qu'on s'est posée, c'est la question de la désirabilité de cette usine pour toutes les parties prenantes. Comment cette usine pouvait être désirable? Nous avons donc déjà posé la question de l'esthétique. Est-ce que l'usine pouvait être belle, mobile, agile? Et nous avons donc lancé un concours d'architecture sur 4 pays, avec 8 écoles d'architecture, pour essayer de se confronter au regard de l'architecte. Et ce qui est intéressant, c'est que ce changement de regard, cette mise sous contrainte nouvelle, va générer de l'innovation technologique et de l'innovation en termes de modèle économique également. Et nous avons déposé 5 brevets sur les 3 derniers mois. Deuxième sujet, respirer dans la ville. Un constat simple, l'urbanisation, le vieillissement de la population, l'accélération du changement climatique font qu'avoir accès à un air de qualité dans les prochaines années va être un problème dur. C'est un problème qui va durer. En France, en Europe, en Asie, en Amérique. Ce n'est pas aujourd'hui un marché d'air liquide. On n'est pas dans la qualité de l'air interne ou externe. Pourtant, c'est dans notre territoire de légitimité. C'est proche de ce qu'on sait faire. En repartant des problèmes de société, en se posant la question de la société avant de se poser la question d'air liquide, on ouvre des perspectives, on ouvre des champs nouveaux qui n'étaient pas jusqu'à présent dans le champ de vision du groupe Air Liquide. Dans la manière dont on va investiguer ce territoire, de la même façon, on va être en rupture. On a lancé un incubateur avec la ville de Paris et on vient de nouer donc 4 partenariats avec des startups. On est en train de lancer un concours de design à l'international pour, avec le designer, essayer de comprendre quelles peuvent être les applications de produits et de services nouvelles sur ce nouveau marché.
On va lancer en fin d'année un concours en interne pour faire levier sur nos 50 000 collaborateurs, pour imaginer avec eux ce que pourrait dire respirer dans la ville pour Air Liquide. Donc normalement, à ce moment de la présentation, vous devez vous dire que j'ai le meilleur métier du monde. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'en est rien. En fait, la problématique qu'on a, c'est que si tout le monde, absolument tout le monde est pour l'innovation, en fait, personne n'est pour le changement. Hein? Pourquoi? Parce que l'innovation à court terme, c'est quoi? C'est de l'inconfort, de l'inefficacité et de l'incertitude. Donc, nous sommes en fait des équilibristes quotidiens qui devons constamment essayer de pousser au maximum, d'étirer le groupe et ses processus cadrés vers quelque chose de nouveau, mais sans jamais se faire rejeter, puisque finalement on n'est que 15, donc nous ne sommes que des passeurs, des initiateurs. Et le vrai risque, c'est que les idées qui sortent du iLab ne réatterrissent jamais dans la structure mère. Donc comme un élastique qui est tendu entre deux mondes, on doit pousser, étirer au maximum, mais sans jamais casser. Ce n'est pas un exercice simple. Et pour conclure avec ça, je vais vous prendre 4 exemples. Le premier, c'est quand on allait voir à la DSI pour leur expliquer que le smartphone, ce n'était pas juste un gadget trendy, mais que c'était quelque chose qui était nécessaire pour comprendre les usages qui étaient en train de bouleverser les chaînes de valeur. Le deuxième, c'est de leur expliquer que l'information se trouve partout, même sur YouTube, et surtout sur YouTube, que la cravate peut discréditer dans certains milieux, que alors qu'on est en train de sortir toutes les entités de Paris pour des raisons de coût, eh bien le iLab a besoin d'être au cœur de la cité, là où les choses se passent. Donc on voit bien que toutes les décisions que l'on prend sont contre-intuitives à l'organisation. Et dans un benchmark qu'on avait mené en début de voyage, on s'était rendu compte que 80% de ces initiatives disparaissaient au bout de 18 mois. Nous sommes donc en sursis. Mais c'est finalement ça qui est excitant. Et jusqu'à aujourd'hui, et cette présentation, tout se passait plutôt bien. Donc je vous donne rendez-vous à l'année prochaine en espérant que je serai encore là.